Bonsoir à tous, bienvenue, merci encore d'être là pour Buonasera Calcio. Ce soir, on va se retrouver pour parler d'un club qui en ce moment a le vent en poupe. Ça n'a pas toujours été le cas, comme vous pouvez le voir juste là, la réussite d'Arsenal. Donc effectivement, on va revenir un petit peu sur toutes les étapes qu'a vécu Arsenal ces dernières années. Récemment, on va pas remonter jusqu'à l'ère Wenger, mais ça part quand même de là. Donc voilà. En attendant, encore une fois, merci beaucoup de suivre Buonasera Calcio. Vous pouvez vous abonner sur Instagram, le compte Instagram, sur Twitter, comme vous l'avez vu peut-être dans l'intro. Vous pouvez aussi me suivre sur la chaîne Twitch. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous serez tenu au courant de tous les sujets qu'on va aborder. Voilà. Bon, revenons-en à la raison pour laquelle on est là pendant 30 minutes ensemble ce soir, c'est Arsenal. Donc effectivement, Arsenal, oui, hop là, je crois qu'il y avait une petite erreur, mais donc effectivement, Arsenal, en ce moment, caracole en tête de Première Ligue, et la raison, c'est tout simplement qu'il y a eu, on va dire, de la suite dans les idées, dans la direction d'Arsenal, et que ça faisait très très longtemps que c'était pas le cas. Donc c'est plutôt bien, effectivement. En gros, Arsenal s'est entêté avec Arteta. Arteta, je pense que c'est très clairement le coach qu'il fallait à Arsenal. C'est quelqu'un du club. C'est aussi quelqu'un qui a beaucoup pratiqué le poste d'adjoint avec Pep Guardiola, qui avait donc, étant donné qu'il a passé à ce point-là du temps avec Pep Guardiola, une vraie philosophie de jeu. Il a eu le temps certainement de se demander comment est-ce qu'il voulait que ses équipes éventuelles dans le futur jouent. Pourquoi ? Parce que il a passé énormément de temps avec quelqu'un qui est très très dogmatique dans le football. Vous savez qu'il y a les dogmatiques et les pragmatiques. On va pas revenir dessus, mais Ancelotti, Zidane sont des pragmatiques, on va dire. Et puis les dogmatiques, ça va être, je sais pas. Donc effectivement, Pep Guardiola, Arrigo Sacchi, Johan Cruyff, et puis Eric Ten Hag par exemple, et fait partie des dogmatiques. Il a un dogme, il a une espèce de fond de jeu. Luis Enrique aussi, on l'a vu avec l'Espagne. Donc voilà, en l'occurrence, il a passé certainement plusieurs années avec le plus grand des dogmatiques, en tous les cas, parce que Pep Guardiola est vraiment quelqu'un qui veut impérativement avoir raison. Donc voilà, et imposer ses idées de jeu à son club, à ses joueurs, et s'il doit gagner, il veut être sûr que lui a le plus grand mérite, on va dire, dans la victoire. Donc voilà, donc effectivement, il a pu aiguiser un petit peu ses idées de jeu avec Pep Guardiola. Et puis ensuite, il a été appelé par Arsenal. Alors Pep Guardiola était vraiment dithyrambique sur Arteta. Même quand il enchaînait les défaites. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au début de son mandat, il enchaînait les défaites. Effectivement, Pep Guardiola disait non mais de toute façon vous inquiétez pas, c'est vraiment quelqu'un, c'est un très grand manager, c'est sûr et certain que ça va marcher. Un petit point sur les commentaires, un petit hors-sujet Arsenal, mais demain si vous voulez voir un super match de foot, n'oubliez pas le choc de Serie A, c'est vrai, effectivement on sort complètement du sujet, mais demain c'est vrai, il y a Juve Napoli, donc oui c'est un peu le choc, vu que Naples est deuxième ex-aequo avec le Milan, donc oui effectivement c'est un très très gros choc qui peut d'ailleurs arranger pas mal de monde. Mais revenons-en à Arsenal. Effectivement, Arsenal donc a recruté Arteta, a fait énormément d'investissements. Il y a aussi ça qu'il faut comprendre, c'est que Arsenal c'est pas un petit club qui réussit avec des jeunes, etc. Oui, il y a des jeunes, mais il y a des jeunes qui sont achetés très 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 cher. Je pense à
à Ben White ou à des gens comme ça qui ont été achetés des prix incroyables. Je crois que Ben White c'est 80 millions d'euros. Hein. Donc oui, ce sont des jeunes, mais Arsenal est un club qui a énormément de moyens maintenant parce que l'Emirates tourne à plein régime et en l'occurrence il n'a plus à payer. Il n'y a plus à payer Emirates et puis bien sûr les droits télé de la Première Ligue, hein, on le sait, le dernier de Première Ligue par exemple gagne 3 fois ce que gagne le premier de Serie A par exemple, le champion de Serie A. Donc effectivement, il y a quand vous terminez dans les 10 premiers de Première Ligue, vous avez des moyens qui sont incommensurablement plus grands que ceux de n'importe quel championnat en fait. Donc ça couplé, on va dire, à l'entêtement des dirigeants d'Arsenal a fait en sorte que finalement ils ont laissé quand même le temps à un coach de mettre en place une idée de jeu, un fond de jeu. Et puis finalement il y a eu des résultats. Il y a eu des résultats cette année. Alors l'année dernière c'était déjà pas mal, mais c'était très en dents de scie. C'était vraiment un coup bien, un coup beaucoup moins bien, et puis il y avait des fois des séries qui étaient pas terribles. Donc ça a fait d'ailleurs en sorte qu'ils étaient à un moment donné relativement près de la Champions et ils avaient même leur avenir entre leurs mains, je crois, à un moment. Et ils se sont effondrés parce que il n'y avait pas de continuité dans les résultats. Et c'est vrai qu'ils ont pu continuer à travailler correctement cet été. Il n'a pas été remis en question et ça a donné ça. Donc, alors il y a un commentaire qui dit la réussite d'Arsenal est d'avoir viré les joueurs mauvais comme Auba et Lacazette, d'avoir prêté un joueur comme Saliba et surtout d'avoir depuis Seaman un vrai gardien. C'est vrai que le gardien est bon, honnêtement, et c'est clair qu'il n'y a pas de résultat dans le football, et ça, c'est une constante. Hein. Très honnêtement, on ne peut pas avoir de résultats, et vous pouvez essayer de vous remémorer toutes les grandes équipes que vous avez vues gagner, etc., mais vraiment gagner, dominer. Il n'y a pas de grande équipe qui domine sans très grand gardien. Donc très honnêtement, c'est encore le cas pour Maignan. Je pense que Maignan, on prend le championnat d'Italie. Maignan est un gardien extraordinaire et je pense que il a une très très grande part dans le championnat du Milan. Si on prend, on voit par exemple le niveau de Courtois l'année dernière, quand en Ligue des Champions, c'était stratosphérique. Ederson et Alisson Becker sont deux très grands gardiens et c'est les deux équipes qui, ces dernières années, alors cette année c'est pas trop le cas, dominent la Première Ligue. Donc oui, effectivement, les gardiens sont des joueurs qui sont absolument décisif dans les résultats d'une équipe. On ne peut pas gagner avec un gardien qui est médiocre. C'est pas possible, ça n'existe pas. On prend Chelsea par exemple. Hein. Chelsea, Mendy avait fait une saison stratosphérique. Alors malheureusement, il n'a pas pu les reproduire ce type de saison. Et depuis que Mendy n'est plus à son niveau, là par exemple c'est Kepa même qui est titulaire. En fait, les résultats de Chelsea sont vraiment en dents de scie. Alors il n'y a pas que ça, mais honnêtement, on ne peut pas gagner sans ça. Donc voilà. Donc effectivement, Arsenal a fait, comme tu dis, prêter des joueurs pour leur donner de l'expérience comme Saliba avec l'OM. Ils ont aussi fait des recrutements massifs. Effectivement, ils se sont débarrassés de 2-3 têtes de Turcs qu'avait Arteta. La prise de tête avec Aubameyang et Lacazette qui était un leader pas forcément positif dans cette équipe. Guendouzi aussi. Bref, ils ont essayé de nettoyer un petit peu tout ça. Donc ils ont réussi à se séparer de gens qui polluaient un petit peu l'atmosphère du club. Et c'est clair, c'est-à-dire Guendouzi se prenait la tête jusqu'à ce qu'il arrive à l'OM. Il se prenait la tête avec tout le monde. Lacazette, encore une fois, je me souviens encore des vidéos où Guendouzi, Lacazette et je ne sais plus quel autre joueur inhalait des ballons, là, vous savez, le gaz... le gaz hilarant et perd des connaissances dans des soirées. Bref, c'est pas, je dis pas que c'est lui qui a amené ça, mais c'est quand même pas une espèce de leader positif quand on fait ce genre de choses. Donc voilà, donc c'est oui, Mudryk. Donc oui, parce qu'on parle là en plus ils sont sur un méga transfert, un bon jeune ukrainien effectivement, Mudryk du Shakhtar Donetsk
qui est assez impressionnant techniquement. Après, je sais pas ce que ça va donner au très haut niveau, et puis hors du Shakhtar, hein, parce qu'on sait que le Shakhtar, c'est vraiment un cocon particulier, avec une façon de jouer vraiment particulière, et puis vous êtes complètement isolé de tout, et là en l'occurrence même de l'Ukraine hein, maintenant, donc c'est vraiment... on va voir quand il débarquera à Londres, avec tout ce que ça implique d'être dans une mégalopole comme Londres, et de jouer dans un grand club de football, et à Londres, parce que ça peut aussi perturber les joueurs. On verra, mais ça peut être un très très bon recrutement. Le truc qui est notable à remarquer, pour revenir un petit peu à Arteta et au fond de jeu d'Arsenal, c'est que Arteta a passé énormément de temps, a été formé à la Masia déjà, a passé énormément de temps avec Pep Guardiola. Mais c'est pas pour ça que son Arsenal est une équipe d'ultra-possession. Et ça, moi, je trouve ça vachement bien parce qu'il a su s'émanciper de ça et il a su proposer un jeu tout à fait contemporain. C'est-à-dire que les équipes d'ultra-possession, et on l'a vu encore avec l'Espagne en Coupe du Monde, mais on le voit aussi avec le Manchester City de Pep Guardiola qui s'est transformé vers un jeu beaucoup plus en transition, a encore cette ultra-possession et malheureusement pour l'instant n'arrive pas à toucher le Graal. On le voit on l'a vu avec plein d'équipes qui ont la possession de balle en ce moment. En fait, la possession de balle, par exemple, je sais pas, la Belgique hein, de Martinez, la possession de balle ne garantit absolument plus rien. Hein, on n'est plus dans les années 2010. Les équipes savent défendre contre des équipes qui ont beaucoup le ballon et au contraire maintenant c'est très fréquent que l'équipe qui a le moins de possession de balle gagne le match. On l'a vu avec le Maroc, on l'a vu avec la France, on l'a vu avec le Real par exemple, qui n'est absolument pas une équipe l'année dernière qui dominait ses matchs. On l'a vu plus d'une fois, le Real a été au bord du précipice 3 ou 4 fois d'affilée dans les tours de Ligue des Champions et ne dominait absolument pas ses matchs. C'est une équipe qui en revanche est ultra clinique dans les transitions. Donc Arteta a ça en l'occurrence, c'est de faire cette équipe un petit peu, vraiment c'est une équipe très agréable à voir jouer. Alors vous le savez peut-être pas, mais dans la 93e, dans la 93e, donc l'autre émission que j'anime avec d'autres personnes, Chris, Ludo, etc. Je parlais très très souvent d'Arsenal et en l'occurrence je les critiquais très très vertement. Pourquoi ? Parce que je pensais que c'était depuis la fin d'Arsène Wenger, même bien avant la fin d'Arsène Wenger, en fait ce club partait complètement à volo dans la gestion. Ils ont tout pour faire bien, c'est-à-dire ils sont dans une ville, dans un pays de foot absolu, avec des fans qui sont complètement dingues, et je parle de l'Angleterre en général. Ils ont un très grand stade dans une mégalopole comme Londres de 12 millions d'habitants, je crois. Et ils ont des revenus qui sont incroyables. Donc après, avec tout ça, normalement, si en plus de ça, tu as une politique sportive qui est cohérente et qui a de la suite dans les idées, normalement, tu dois réussir. Et l'échec d'Arsenal, pour moi, était complètement anachronique par rapport aux moyens qu'ils avaient à tous les niveaux. Donc voilà. Donc là, je suis content qu'il y ait quelqu'un dans la direction d'Arsenal qui est tenu. En même temps, de toute façon, ils pouvaient changer autant de fois qu'ils voulaient. Les entraîneurs, ça donnait toujours la même chose à Arsenal. Donc, quitte à avoir un entraîneur en qui tu crois, qui te vend un projet, même si au début il n'a pas de résultat, il faut avoir de la suite dans les idées dans le football. Ils ont conservé Arteta malgré la tempête, comme je prends par exemple un projet comme le Milan, où ils ont conservé à un moment donné Pioli dans la tempête, parce que en fait Milan de toute façon était dans les limbes du football européen et italien, et que peu importe si finalement tu descends avec Pioli ou tu descends avec quelqu'un d'autre, ils ont conservé ça. Pioli avait un plan de jeu très très clair et une façon d'animer les jeunes et le jeu très très clair. Et donc c'était ça a fonctionné. Et c'est vrai que plusieurs fois, et moi j'en suis convaincu, l'argent dans le football c'est essentiel quasi. Mais de l'argent ne suffit pas dans le football. Il faut aussi du talent, il faut aussi un projet de jeu, il faut des compétences techniques, il faut des gens qui ont
de la continuité. C'est pas, on ne peut pas gagner. Alors il y a une antithèse à ça et je vais vous la donner juste après, mais on ne peut pas gagner sans suite et sans continuité dans le management ou dans la gestion d'une équipe. Alors au niveau de l'entraîneur, mais aussi et surtout au niveau de la direction sportive. La direction sportive doit savoir, lorsqu'elle fait un recrutement, où est-ce qu'elle va. C'est-à-dire que si on prend par exemple, je sais pas, Manchester United, c'est exactement l'inverse. Tous les recrutements de Manchester United sont... On ne peut pas savoir pourquoi ils recrutent un joueur. Ils recrutent un joueur parce qu'il est à la mode. Par exemple, là, ils ont recruté Anthony. Anthony est sorti du chapeau. Est-ce que réellement, quand on regarde l'effectif de Manchester United, ils avaient besoin d'Anthony? Je ne suis pas sûr. Vraiment pas. Ils avaient certainement besoin d'un milieu relayeur. Ils avaient besoin donc effectivement maintenant ils ont une sentinelle devant la défense en lieu et place de Casemiro. Donc ça c'était un recrutement qui était intéressant. Mais en revanche ils ont besoin de milieux relayeurs de très haut niveau. Ils les ont pas. Ils ont des latéraux qui sont plutôt pas mauvais, mais ils ont surtout besoin de défenseurs centraux, et c'est pas là-dessus qu'ils investissent. Ils investissent sur des ailiers, des milieux offensifs. Ils ont pas de numéro 9 vraiment attitré, et ils n'investissent pas dessus. Donc, en fait, c'est ça. Quand vous regardez Manchester United, ça sert à rien de vous demander pourquoi est-ce que ça fonctionne pas. C'est parce que, en fait, il n'y a aucune suite ou idée de jeu lorsqu'on fait un recrutement. On se dit pas quel est mon Weghorst, je suis pas sûr. Alors parce qu'il y a dans les commentaires Forza You me dit maintenant s'il y a Weghorst qui arrive, ok, enfin Weghorst, je suis pas sûr que ce soit le super recrutement pour Manchester United. Mais bon, on verra bien, hein. Peut-être qu'il a des qualités athlétiques en tous les cas, donc on verra bien. Je fais un petit point sur les commentaires en plus, donc oui c'est ça, voilà, absolument. J'avais très peur de voir un City bis avec Arteta, et Arsenal en l'occurrence, Arteta s'est émancipé vraiment du projet de jeu de Guardiola, et ça c'est vraiment bien. Et le meilleur exemple pour ce que tu dis, c'est Newcastle, absolument, tout à fait. Newcastle aussi, alors qu'ils ont des moyens complètement dingues, auraient pu faire n'importe quoi histoire de faire briller la vitrine. Très honnêtement, je vais faire une comparaison avec le Paris Saint-Germain, hein, forcément, parce qu'ils jouent exactement dans la même dans la même gamme, hein, dans la même cour maintenant. Il y a 3 clubs qui jouent dans la même cour, il y en a que 3, hein, de toute façon, c'est Manchester City, Newcastle et le Paris Saint-Germain. Ces 3-là jouent dans la même cour, ont le même type de moyens. Et ils ont 3 projets complètement différents. Il y en a un, le Paris Saint-Germain, tout repose sur les stars, et peu importe en fait l'entraîneur, la direction sportive, etc. L'important c'est que ça brille, et que en fait on soit présent au niveau de la communication, qu'on parle du club, qu'on parle des stars, etc. Donc ça c'est la première stratégie. Ça fonctionne plus ou moins, c'est-à-dire que Paris est devenu une marque globale, hein, en termes de marketing, on peut pas dire. Partout dans le monde où je vais, je vois des maillots du Paris Saint-Germain. À la fin, la Coupe du Monde 2022, en finale, il y avait les deux stars de ce club qui se sont affrontés et qui ont fait un match complètement stratosphérique. Donc, en un sens, ça fonctionne, mais pas en termes de résultats, parce que donc, rêvons plus grand, la Ligue des Champions, tout ça, chaque année, le 8e ou le quart de finale sont funestes pour le Paris Saint-Germain. Deuxième stratégie, la star, c'est l'entraîneur. Tout repose sur l'entraîneur. Il a des moyens illimités, et il faut bien le comprendre, hein, il a des moyens illimités. Mais avant tout, et de toute façon, la star, c'est l'entraîneur. Donc, il n'y a aucun joueur qui doit dépasser l'entraîneur. Ça fonctionne plus ou moins. Alors Manchester City n'a pas du tout le rayonnement de Paris. Pourquoi ? Parce que Manchester City est un club qui n'a absolument pas le palmarès du Paris Saint-Germain avant le rachat par les Émiratis. Donc voilà, c'est un club lambda du championnat d'Angleterre. Et puis ensuite, c'est Manchester. Quand on compare la ville de Manchester et quand on compare la ville de Paris, forcément le rayonnement planétaire n'est pas du tout le même. Donc effectivement, il y a ça.
Ça marche en termes de marque plus ou moins, et en termes de résultats, c'est incroyable ce qu'ils font en Première Ligue, très honnêtement, c'est le championnat le plus dur du monde et ils font des choses absolument incroyables, mais pour l'instant, Ligue des Champions, ça fonctionne pas. Donc on en est à peu près, avec deux stratégies différentes, à peu près au même endroit. Et enfin, Newcastle, des moyens illimités, mais il recrute un entraîneur qui a une vision de jeu et un plan de jeu qui est évident, qui ne veut absolument pas polluer son groupe par des stars complètement, on va dire, planétaires, et qui recrute en revanche de très bons joueurs, par touche, avec une idée de pourquoi est-ce qu'il le recrute, et ça donne ça. Et Arsenal a fait exactement la même chose. Alors Arsenal avait déjà les joueurs, hein, on va dire, ils avaient, si on regarde Martinelli, alors là Gabriel Jesus a été recruté vraiment avec une idée de ce que voulait faire Arteta. Mais quand on prend Saka et Martinelli, ils étaient déjà là. Quand on prend Odegaard, alors Odegaard a été recruté récemment, mais c'est vrai que c'est pareil, c'était avec une vraie idée de jeu. Ils avaient après la structure de la défense, ils l'avaient à peu près depuis longtemps. Enfin, ils étaient chez les jeunes. Gabriel est arrivé du Milan il y a très longtemps en provenance d'Arsenal. Saliba, pareil, a été recruté très très jeune. Les latéraux, bon, ça c'est un petit peu plus nouveau, mais voilà. Donc il y a une vraie idée de jeu, et ça c'est ce qui fait la différence, et c'est ce qui fait les résultats de Manchester City. Donc en gros, d'Arsenal pardon. En gros, c'est vrai que, et de Newcastle d'ailleurs. Et c'est vrai que contrairement à Manchester et puis je sais pas qui est-ce qu'on pourrait dire. Tottenham aussi qui fait des recrutements un petit peu comme ça sporadiques, on sait pas trop. Ça dépend du manager. Quand c'était Mourinho, bah effectivement il recrute un coup comment il s'appelle, Bergwijn, on sait pas vraiment pourquoi, et puis ça a pas vraiment marché. Enfin voilà, il y a des c'est assez sporadique, on sait pas trop quelle est l'idée derrière les recrutements. Donc c'est un peu les deux écoles qui s'opposent en première ligne, on va dire, les trois écoles, on va dire. Et en l'occurrence, il y a aussi autre chose, c'est l'exception Chelsea. Alors, pourquoi est-ce que je reviens sur Chelsea ? Parce que je disais, il y a une antithèse à ce que je dis, c'est comme d'habitude, hein, il y a toujours une exception dans tous les concepts, et dans le football c'est exactement la même chose. Lorsqu'on dit qu'il faut de l'argent, il faut une vraie direction sportive, et il faut de la continuité dans le management, bah, il y a Chelsea. Chelsea qui, à chaque fois que elle a gagné la Ligue des Champions, était dans une année de transition. C'est-à-dire que la première année, Ancelotti, qui est-ce qui se fait virer ? Je ne sais plus. Je ne sais plus si c'est Ancelotti ou Mourinho, mais il me semble que c'est Ancelotti. Et Di Matteo arrive, et c'est pendant l'espèce d'intérim de Di Matteo qu'ils gagnent leur première Ligue des Champions. Alors que, très clairement, quand ils avaient Mourinho, Ancelotti et tout, ils étaient vraiment au summum. Ensuite, il gagne avec Thomas Tuchel, pareil, qui vient d'arriver au mois de janvier, qui remplace un autre, je ne sais plus qui est-ce qui remplace, mais en tous les cas, il le remplace. Et c'est lorsque Tuchel est aux commandes qu'il gagne. Et il faut savoir que Chelsea, en général, a une espèce de, en tous les cas, sous Abramovich, hein, parce qu'on est dans une autre ère, mais sous Abramovich a eu vraiment une bougeotte incroyable au niveau des entraîneurs. Alors pas de la direction sportive, mais des entraîneurs. Et surtout, ils ont une direction sportive qui est frénétique. C'est-à-dire que pendant toute la durée du mandat, pas du mandat, mais du règne, on va dire, d'Abramovich, ils avaient une façon de transférer les joueurs qui était frénétique. Ils achetaient tout et n'importe quoi, et c'était au sein du club que, en fonction des entraîneurs, que le choix se faisait. Donc, ce qui fait qu'ils achetaient, je ne sais pas si vous vous souvenez, à un moment donné, ils avaient 80 joueurs en prêt, ils avaient plus de 100 joueurs sous contrat, enfin c'était n'importe quoi. Pourquoi ? Parce qu'ils contournaient le fair play financier, comme ça, en fait. En achetant des jeunes et en les revendant, ils arrivaient à combler les trous des très très gros transferts qu'ils faisaient. Et les prêts de joueurs à gauche à droite avec des transferts qui se concluaient au bout de 1, 2, 3 ans dans les clubs dans lesquels ils jouaient, en fait, leur rapportaient énormément d'argent. Et les entraîneurs avaient à disposition un vivier de joueurs jeunes ou moins jeunes qui jouaient dans
une multitude de clubs, donc c'était pas des joueurs qui les embêtaient tous les jours à l'entraînement, mais en revanche qui jouaient et ils pouvaient dire ah bah tiens lui l'année prochaine je veux bien qu'il revienne au club. Donc ils avaient une espèce de stratégie en termes de direction sportive, mais qui était frénétique et ça fonctionnait quand même. Donc Chelsea c'est vraiment l'antithèse de ce qu'on dit avec Arsenal, c'est l'antithèse de ce qu'on dit avec Manchester City, avec Newcastle, c'est vraiment l'inverse. En fait, en gros, la frénésie et l'instabilité managériale leur amènent des résultats. En fait, Abramovich, lui, ne se prenait pas la tête, et surtout la présidente à l'époque du club ne se prenait pas la tête et virait directement un entraîneur dès qu'il n'était pas performant. Donc voilà un petit peu. Moi, ce que je remarque pour Arsenal, je ne sais pas s'ils auront jusqu'au bout. C'est une équipe qui est jeune. Peut-être que Arteta leur insufflera suffisamment de confiance pour aller jusqu'au bout. Mais je pense que déjà, il faut qu'il récupère Gabriel Jesus parce qu'il est très, très important. Et là, c'est bien, ça continue à fonctionner. Mais il est vraiment, lui, c'est vraiment le monsieur plus. C'est celui qui les a fait basculer dans une équipe qui peut jouer le titre. Donc ça, c'était un super recrutement. Il faut dire qu'Arteta l'avait vu jouer pendant longtemps, l'avait eu à l'entraînement. Donc lui, il savait la qualité du joueur intrinsèque. C'est vrai que malheureusement à City, déjà il joue 109, quasi, on va dire, Pep Guardiola. Alors là, depuis qu'ils ont recruté Haaland, c'est un petit peu différent parce qu'il s'est aperçu que peut-être, s'il voulait gagner la Ligue des Champions avec Manchester City, c'est effectivement avec un 9, même s'il voulait pas. Un petit commentaire, pour moi le point noir d'Arsenal c'est le banc. Oui, c'est vrai, tout à fait. Est-ce qu'ils vont aller jusqu'au bout ? Probablement que le banc va leur poser des problèmes. Ça, et puis la peur de gagner. Les derniers matchs, quand tu as un groupe qui est très jeune, qui n'a pas gagné depuis très 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 longtemps, dans un club qui n'a pas gagné depuis très 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 longtemps, effectivement, des fois ça fait un peu peur. Et il est possible qu'ils s'effondrent dans les 10 derniers matchs en fait. Qu'ils s'effondrent, pas totalement, je pense quand même qu'ils iront en Ligue des Champions. Maintenant ils sont quand même très très loin devant les autres, on va dire le 5e, 6e, 7e de Première Ligue. Donc je pense qu'ils iront en Ligue des Champions. Maintenant, est-ce qu'ils gagneront face à l'Armada Manchester City, on verra. Après, c'est vrai qu'Arsenal a cette avance du fait qu'ils sont en tête, et en plus, leur groupe de joueurs, quasi tous leurs joueurs n'ont pas été vraiment titulaires à la Coupe du Monde. Alors, ceux qui sont partis à la Coupe du Monde, déjà, il n'y en a pas beaucoup, c'est pas non plus fou, et ceux qui sont partis n'ont quasi pas joué, excepté Saka. Saka, lui, c'est vrai, il a joué quasi tous les matchs. Gabriel Jesus, malheureusement, non. Et puis Odegaard ne jouait pas. Saliba n'a pas joué du tout. Martinelli, je pense qu'il a joué une fois ou deux, si je me souviens bien, mais bon, c'était quelques minutes par-ci par-là. Donc, ce sont des joueurs qui ont eu quasi les 50 jours de repos en fait. Ils sont allés s'entraîner, etc. Ils ont gardé la forme, mais ils n'ont pas joué des matchs de très très haut niveau pendant je sais pas combien de temps. Et puis en plus, Arsenal n'a pas la Ligue des Champions, qui est très 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 consommatrice d'énergie. Donc voilà, ils ont ça pour eux. Après, de l'autre côté, ils ont une machine comme Manchester City avec un banc complètement stratosphérique. Tu as tout à fait raison, contrairement à ce qui se passe à Arsenal. Donc voilà. Donc effectivement, on verra bien où est-ce qu'ils vont. Oui, c'était Villas-Boas qui avait été viré et Di Matteo avait pris la suite et gagné la Ligue des Champions. Absolument, tout à fait. Donc oui, on verra bien ce que ça donne. Mais je pense sincèrement que Arsenal peut faire quelque chose. En tous les cas, je reconnais à ce club qui était complètement perdu dans la stratégie sportive, d'avoir redressé les choses. Et ça c'est vraiment bien. Je suis toujours pas un super fan d'Arsenal. Alors je suis fan que d'un club, voilà, il est rouge et noir. Mais je suis, on va dire, en Angleterre, j'aime plutôt Liverpool que parmi tous les autres clubs, ce serait plutôt Liverpool. Mais bon, Arsenal, c'est toujours bien de revoir Arsenal revenir dans le game et en plus de perdurer dans cette espèce d'école que Wenger avait mis en place, parce que juste un petit point histoire pour terminer. Avant Wenger, on appelait Arsenal le boring Arsenal. Arsenal n'était pas du tout une équipe sexy avant Arsenal. C'était l'équipe de Ray Parlour, de Paul Merson, de
Tony Adams, etc., de David Seaman, tout ça, avant que Wenger arrive, on les appelait les Boring Arsenal. Je me souviens encore de matchs de Coupe d'Europe contre Auxerre dans les années 90. C'était effectivement une équipe qui soit gagnait 1-0, soit faisait un partout, mais bon, c'était voilà, ça pouvait être 0-0 aussi. Donc voilà, donc l'école, on va dire, de beau jeu a été mis en place par Wenger, et c'est bien que Arteta reprenne un petit peu ça. En même temps, ça a été un joueur de Wenger, donc voilà. Voilà, écoutez, pour... ouais, Bournemouth, c'est vrai, en rouge et noir, mais non, c'est pas eux. donc voilà. Écoutez, merci beaucoup, j'espère que ça vous aura intéressé un petit peu ce retour sur Arsenal et leur stratégie sportive, et comment est-ce qu'ils ont réussi, et aussi les différentes stratégies sportives qui sont appliquées dans le championnat d'Angleterre, qui marchent ou qui marchent pas, ou même à travers l'Europe. Donc voilà. Mais bon, en tous les cas, Arsenal prouve qu'il faut et de l'argent, et du talent, et de la continuité pour réussir. Et c'est très très bien comme ça. Mais voilà. Je vous souhaite une excellente soirée. Ciao ragazzi. Et puis n'oubliez pas, suivez la chaîne, suivez-moi sur Instagram, sur Twitter et sur Twitch. Voilà, à lundi prochain, ce sera une émission peut-être un petit peu particulière parce que je serai en déplacement, donc je vais voir comment je vais faire, mais il y aura certainement une émission. Voilà, allez, je vous souhaite une excellente soirée.